Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième présentation sur PowerShell au quotidien et comment débuter avec PowerShell pour automatiser vos tâches quotidiennes. Dans cette présentation, je vais vous montrer quelques tâches que dans mon cas j'utilise souvent et que je trouve intéressantes de vous présenter. Donc voici le sommaire de ce que nous allons voir dans cette session. Tout d'abord, à propos de moi, qui suis-je? Donc, je m'appelle Damien Vorobé, je suis ingénieur système chez Medsys. Mes domaines d'expertise sont l'automatisation avec PowerShell, l'OSD, les déploiements et tout ce qui tourne avec PowerShell autour de MDT par exemple. Je suis également MVP Microsoft PowerShell. Vous pouvez me suivre sur mon blog systemdeploy.com, sur mon Twitter, m'envoyer des mails si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide. Et le lien des démos qui sera présenté dans la présentation est disponible ici. Il sera également disponible dans la description de la vidéo, pardon. Alors, il y a également un deuxième point. Si vous êtes intéressé par tout ce qui tourne autour de la création d'interfaces graphiques avec PowerShell en WPF, j'ai créé un groupe Facebook sur lequel je partage des liens et les gens posent des questions. Il y a à peu près 2000 membres maintenant, et également un site internet qui traite du sujet. Donc les démos, comme je vous ai expliqué, seront disponibles sur TechNet, également dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à m'envoyer des questions, des mails pour des questions ou des retours sur la présentation. Donc dans cette session, ça ne sera que des démos via un fichier PS1 qui sera disponible et que je vais vous présenter tout de suite. Donc tout d'abord, je vais vous présenter comment zipper et dézipper des fichiers. Donc là, on aura notre contenu à zipper, donc qui est disponible ici. Donc ces documents à zipper, toute la structure du dossier sera disponible ici aussi également. Donc zip part, document à zipper. Donc, pardon. Donc voilà, on va zipper tout le contenu de ce dossier-là, de documents à zipper, et on va créer un zip avec. Donc on va initialiser ce pass dans une variable, voilà, et on va lui dire le nom du fichier zip à créer, et qui sera disponible donc dans zip part, ici. Il sera disponible à la racine, voilà. Je vais initialiser ça, voilà. Le dossier d'extraction du zip sera disponible dans le dossier extraction. Voilà. Et donc maintenant, on va créer le zip en utilisant la commande let compress-archive. On va lui mettre comme base donc le document à zipper et le fichier de destination. Voilà. Donc notre fichier zip est bien disponible ici. On voit bien le contenu. Maintenant, comment dézipper un fichier zip? Donc on a notre zip qui est ici et on veut l'extraire dans le dossier extraction. Donc on va utiliser une commande let comme compress archive, mais là ce sera expand archive. Voilà. Et hop, on va regarder dans le dossier extraction et on voit bien le contenu de notre zip qui a été zippé en quelques secondes. Après ça dépend du contenu que vous mettez dedans. Donc ça c'est juste pour ouvrir le zip par la suite. Pour les anciennes versions de PowerShell, il y a une autre méthode. On utilise une assembly. Hop, je vais supprimer le zip avant, sinon il va me... Voilà. Donc je vais charger cette assembly. Voilà. Donc là, la même manière. Donc là, c'est le document à zipper et là, c'est le zip de destination, enfin le fichier zip. Donc on va utiliser cette méthode-là et là, ça doit déjà être fait. Voilà, notre fichier zip est bien créé. Et donc ça fonctionne avec toutes les versions de PowerShell. Pour dézipper, la même chose, on va réutiliser la même assembly et on va utiliser cette fonction-là, pardon, euh, qui va lui dire dans le dossier de destination, on dézippe tout. Voilà notre fonction. Et ensuite, on va appeler la fonction avec les folders qu'on a initialisés au préalable. Voilà. Et donc, le contenu est bien extrait dans le dossier extraction. Je m'attarde pas trop dessus parce qu'après vous avez tout qui est disponible sur internet et le fichier PS1 est également disponible.
Après avoir vu comment travailler avec un fichier texte, on va voir comment travailler avec un fichier XML. Euh, les fichiers XML peuvent être intéressants, par exemple si vous avez une liste d'ordinateurs, j'imagine, une liste d'ordinateurs à redémarrer, on peut travailler directement dessus pour lui dire d'aller redémarrer tous ces ordinateurs. Donc, comme tout à l'heure, on va lui mettre le pass de notre XML. Voilà, donc ça sera une liste d'utilisateurs qui se présente comme ceci, donc avec le nom, prénom, ville, âge, et on va aller l'interroger avec PowerShell. Donc, comme pour le fichier texte, on va aller donner le contenu de notre XML dans une variable PowerShell en utilisant la commandelette getContent. Voilà. Et maintenant, on a bien notre contenu qui va s'afficher. Donc, on a user. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller voir tous les users. Donc, on va utiliser ça. On va aller le parser. On va parser encore un peu. On va en fait regarder tous les nœuds. Si on regarde ici, notre XML est composé en nœuds, donc user, user. Et donc, on lui dit qu'on va aller voir chaque user. Donc, on fait user.user. Et donc, on a bien tout notre contenu. Si on fait user.user.nom, on n'aura que les noms. Voilà. Donc, on va revenir sur notre liste. Voilà, on va mettre ça dans une variable utilisateur node. Voilà. Et on va lui dire, pour chaque nœud user, je veux afficher le nom ou la ville. Voilà. Donc avec, voilà. Et il affiche, concatène donc le nom, le prénom, et il habite à tel endroit. Voilà, donc le travail avec les fichiers XML, c'est assez simple et ça peut être aussi très utile. Donc maintenant, je vais vous montrer également comment travailler avec un fichier Excel. C'est un petit peu plus complexe à maîtriser, mais au final, c'est assez simple quand on comprend le fonctionnement. Donc comme tout à l'heure, donc on initialise notre fichier Excel dans une variable. On va ensuite créer un objet Excel en utilisant comme object Excel.application. Voilà. Ensuite, on va lui attribuer des valeurs pour lui dire est-ce que Excel doit être affiché pendant le process. Donc, on veut pas. On va lui ajouter un classeur en utilisant .workbook.add. On va sélectionner le classeur 1 et on va lui ajouter une feuille. On appelle ça worksheet.add. Donc feuille en anglais c'est sheet, donc c'est worksheet. On va nommer notre feuille en lui mettant un point name, on va l'appeler ma feuille 1 et on va l'enregistrer en format XLSX 51. C'est le code. Est-ce qu'on veut le sauvegarder? Oui. Voilà. Et on quitte le process Excel, parce que sinon il va rester en fond. Donc maintenant, notre fichier Excel est disponible, voilà, on va aller voir. Et le fichier Excel est bien ici, et on va l'ouvrir. Donc on a bien notre fichier Excel, mon fichier.xlsx, et notre feuille ici, ma feuille 1. Ensuite, on va créer un classeur avec plusieurs feuilles. Donc le même principe que tout à l'heure. On crée notre classeur. Voilà. On sélectionne notre classeur. Là, on va lui dire d'aller créer une première feuille, une deuxième feuille et une troisième feuille. Donc feuille 1, feuille 2, feuille 3. Donc toujours en le point worksheet et le point add pour le créer. Et on va ensuite nommer nos feuilles. Donc toujours avec le point name et différentes valeurs. Voilà, donc nos feuilles sont créées, notre classeur est créé, on n'a plus qu'à l'enregistrer, le sauver et quitter le process. Voilà, on va aller voir notre fichier Excel et on a bien nos trois feuilles.
Bon, après, il y a peut-être de la mise en forme à refaire pour organiser les feuilles. Donc on a bien ma feuille 1, ma feuille 2, ma feuille 3. Maintenant, si on veut gérer le thème de Excel, on peut également le faire et on peut également aussi gérer l'autofit, c'est que les colonnes se mettent par rapport au texte. Donc on va refaire tout le même process que tout à l'heure, voilà, pas vous redétailler à chaque fois. Voilà, donc on a créé un workbook avec 3 feuilles. On va utiliser le point colonne point autofit pour euh, que les colonnes prennent l'espace nécessaire. Voilà. Et ensuite, on va leur attribuer un thème. On va attribuer un thème aux colonnes, donc en utilisant ces deux lignes-là. On va faire ça pour chaque feuille. Voilà. Et on va sauvegarder notre fichier Excel. Donc j'ai pas de contenu dans le fichier Excel, euh, mais le thème c'est plutôt sympa à utiliser. Voilà, j'ai mon fichier Excel. Et voilà notre thème qui est appliqué sur chaque feuille. Bien sûr, après, vous pouvez changer le thème en modifiant cette valeur-là. Maintenant, on va voir comment gérer les dossiers avec PowerShell. Donc, comme tout à l'heure, on va initialiser notre passe ici. Donc, j'ai les dossiers qui est organisé comme ça, test dossier. Donc, j'ai mon dossier qui est ici. Voilà. Donc, comment tester l'existence d'un fichier? C'est très simple. On utilise juste la commande let test pass suivi du pass du dossier. Et donc là, on voit bien qu'il est sur true, parce qu'il existe. Maintenant, on va supprimer notre dossier. Et on va refaire la commande test pass, il va nous dire false. Voilà. Donc maintenant, on peut tester l'existence aussi et lui dire que s'il n'existe pas, on le crée. Donc on va faire de cette façon-là. Donc on va faire juste un if pour le si n'existe pas, on va mettre un point d'exclamation, puis notre test pass de folder. On va utiliser ce code-là et il nous dit bien comme il n'existe pas, on le crée. On va regarder, il est là. Si on refait ce même code, il ne va rien faire. Voilà, parce qu'il existe déjà. Donc maintenant, si on veut lister des dossiers, une liste de dossiers qui figurent dans un XML, on peut également le faire avec PowerShell. Donc on a par exemple une liste de dossiers ici, donc dans test dossier, voilà. On a ma liste de dossiers qu'on veut tester avec PowerShell. On va tester l'existence de chaque dossier, donc ça peut être également utile pour certains scripts. Donc on a folder 1, folder 2, folder 5, on vérifie ici. On n'a que folder 1, folder 2, donc folder 5 qui va être en erreur, bien sûr. Donc, comme tout à l'heure, on initialise notre XML, voilà. On va lui mettre un getContent sur mon fichier pour dire on va aller chercher le contenu du fichier XML en lui disant on va utiliser du XML sur un objet XML. Alors, on va aller vérifier, donc lister tous les dossiers comme tout à l'heure en .folder, .folder. Voilà, on a la liste de dossiers ici. Et maintenant, on va faire une boucle pour aller vérifier dans chaque nœud folder, on va tester l'existence du nœud folder. S'il existe, on affiche le dossier existe. S'il n'existe pas, on affiche le dossier n'existe pas. Donc, on va copier ce code-là. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce que j'ai pas initialisé mon nœud folder. Je l'ai juste montré tout à l'heure. Donc voilà, maintenant, on va aller parser le contenu. Et voilà, on a bien folder 1 existe, folder 2 existe et folder 3, 5 n'existe pas. Si par exemple on supprime folder 2, on va retester et on va nous dire folder 5 et folder 2 n'existent pas. Voilà, folder 2 n'existe pas, folder 5 n'existe pas.
Nous allons voir maintenant comment gérer les crédentials avec PowerShell. Donc PowerShell propose une commandlet qui s'appelle getCredential qui permet d'afficher en fait une fenêtre de saisie des crédentials. Donc vous saisissez votre nom d'utilisateur et le password et tout ça, ça sera stocké dans une variable sécurisée. L'exemple suivant, je ne vais pas vous le montrer en direct. Je n'ai pas d'accès sur des dossiers. Euh, on va tester la connexion sécurisée à un share sur le réseau. Donc on va récupérer donc le nom complet d'utilisateur de cette façon-là. Voilà, pardon. Et le pass du réseau, le pass sur lequel on veut accéder avec notre clé sécurisée. Donc sur ce lien-là, il y a une méthode très simple à utiliser qui permet de stocker notre mot de passe et le compte dans un fichier texte, un password ou autre, un fichier XML qui sera sécurisé par une clé. Et après, vous pouvez encore trouver d'autres méthodes pour sécuriser encore plus. Donc on va initialiser le pass de notre fichier texte. Voilà la clé, une clé longue et une clé un peu plus courte. On va utiliser celle-là pour l'exemple. Et on aura notre password Toto, pardon, qu'on va sécuriser avec la commande convert to secure string. On va sécuriser avec la clé ensuite et extraire tout le contenu dans mon fichier texte. Voilà. Si je regarde ici, dans mon dossier crédential, voilà, j'ai mon password TXT qui a été créé et ça, c'est mon password Toto qui a été sécurisé via la clé. Nous allons ensuite voir comment tester la connexion de liens web, d'IP ou de hostname avec PowerShell. Donc on va tester par exemple la connexion à mon site System Deploy. Donc je mets le lien dans une variable. Hop, là. Et on va utiliser system.net.webRequest, suivi du lien pour créer, on va créer notre lien en fait. Voilà. Et on va utiliser le point getResponse pour avoir le statut du site. Bon, ça peut prendre un peu de temps. Si on affiche le résultat, on a plusieurs informations. On a par exemple la date, la dernière modification effectuée sur le site. Donc effectivement, à 12h30, j'ai publié quelque chose sur mon blog. Et on a également le status code qui permet de nous dire si le site est accessible ou pas, pardon. Donc là, il est sur OK, donc c'est bon. Donc, on va afficher donc juste, par exemple, la date de dernière modification. Donc, eh bien, aujourd'hui à 12h30 et le status code. Donc, on a bien notre site qui est joignable. Donc maintenant, si on veut tester l'existence, si le site est OK, donc on va mettre le status code dans une variable et on va tester avec un if status, donc qui est notre contenu de notre variable là. Si c'est OK, on dit le site répond. Sinon, le site ne répond pas. Voilà, le site répond. Donc c'est bon. Maintenant, si on veut tester une connexion IP, on va utiliser la commande let PowerShell test connection, pardon. Voilà, et on a différentes informations. Donc il va faire par défaut. Là, on lui fait, faire, on veut faire 3 tentatives. Donc là, si on lui met 100 le count 3, il va nous en faire 4. Là, on peut lui spécifier le nombre qu'on veut. Par exemple, si on le met juste, on veut faire un test, on va lui mettre count 1. Voilà, il fait juste une fois. Donc maintenant, si on veut que ce soit totalement silencieux, on va mettre en count 3 pour avoir plus de sécurité derrière. Et on le fait en quiet. On met juste le tiret quiet et on aura la réponse directe true ou false. Donc là, on a true, c'est que ça répond bien. Maintenant, voilà, si je veux faire la même chose, voilà, je lui mets en true. Et maintenant, je mets donc ça dans une variable et je veux faire le test de connexion. Donc je fais, j'utilise mon if ma variable. S'il répond bien, donc on met connexion OK. Voilà, connexion KO. Ah, petit problème.
Mais petit problème pourquoi? Parce que dans mon test connexion, en fait, je voulais mettre un hostname Toto qui n'existe pas. Donc forcément, il m'a reconnu en KO. Donc maintenant, on va voir quelques requêtes simples Active Directory. Ce sont des requêtes là qui peuvent s'utiliser nativement. Il faut savoir qu'il y a aussi des modules disponibles, par exemple, que lorsqu'on installe RSAT, on a des commandelet disponibles du type getAdUser qui permet d'avoir des informations sur des utilisateurs ou getAdComputer. Là, je vais utiliser une autre méthode. Donc on va voir ça tout de suite. Désolé pour le, hop, donc là, on va lister les groupes AD d'un user spécifique, enfin, lister les groupes AD dont le user fait partie. Donc, je vais, hop, voilà, je vais initialiser cette ligne dans, voilà, donc on utilise cette ligne-là. À la fin, on voit bien le member of, donc on peut dire qu'on veut tous ceux dont l'utilisateur est membre. Et on va sortir ça en mode grid view. Voilà, donc ça nous liste bien toutes les OU. Donc ça peut être assez utile. Si on veut récupérer l'OU utilisateur, on va utiliser un objet AD système info que je mets dans une variable. Voilà. Et je vais parser cette OU pour récupérer les informations sur mon user. Voilà, donc là, j'ai mis ça dans une variable. Je vais afficher donc maintenant l'OU. Donc on voit bien l'OU utilisateur. Maintenant, si on veut récupérer l'OU ordinateur, on va donc d'abord récupérer le nom d'ordinateur, utilisant la variable d'environnement computer name. Ensuite, on va utiliser cette inna. Donc je vous rappelle que tout est disponible hein, le fichier p1 sera disponible. On va créer un objet system directory service. Hop, on va faire ça directement. Tac tac. Et on va chercher le distinguish name qui est l'OU utilisateur. Le getAdComputer donc qui est disponible dans la RSAT. L'OU computer est aussi trouvé par ce distinguished name. Voilà. Donc maintenant, si on veut tester si l'utilisateur appartient à un groupe spécifique, on va utiliser cette fonction-là. Donc c'est une fonction que j'ai trouvée sur internet, hein. C'est pas moi qui l'ai faite. Hop. Donc là, c'est la fonction qu'on a. On a par exemple, on spécifie le nom de mon groupe, le nom du groupe lequel on veut tester. Et ensuite, on va réutiliser la fonction et on va lui dire est-ce que l'utilisateur fait partie de ce groupe. Voilà. Donc là, la réponse est dans cette variable. Et maintenant, on va lui afficher euh, si s'il fait pas partie du groupe, en fait, il va renvoyer nul. Donc là, il renvoie nul parce qu'il fait pas partie du groupe. Donc maintenant, je vais mettre un groupe dont je fais partie et je vais renvoyer la même chose. Et là, on voit bien que je fais partie de ce groupe-là, de ce groupe AD. Ça peut être assez utile, par exemple dans mon cas, on avait utilisé ça dans une mission pour une migration et on voulait migrer que les utilisateurs ordinateurs pardon, qui faisaient partie d'une certaine OU. Donc on avait juste à tester au préalable et on pouvait avoir la réponse facilement du coup. Donc dans cette partie, on va voir comment gérer vos PST. C'est une méthode que j'avais utilisée chez un client pour la migration de PST qui se divise en plusieurs parties. D'abord, on va fermer Outlook. Ensuite, on va lister les PST connectés sur le Outlook de l'utilisateur. On va exporter la liste au format XML. On va déconnecter les PST. On va fermer Outlook encore une fois. On va copier les PST dans le nouveau dossier depuis lesquels on veut rouvrir ces PST. On va les reconnecter depuis le nouveau dossier et on va faire refermer Outlook. Donc là, on a nos deux fichiers dans lesquels on va copier le XML et les nouveaux PST, et le nouveau folder de PST. Donc je vais exécuter toute cette étape. Donc on ferme Outlook, on liste les PST, on exporte les PST au format XML et on les déconnecte de Outlook. Pardon, je vais juste vous montrer. Là, j'ai bien un PST qui est ici et il est connecté dans Outlook File, donc le dossier par défaut. Donc je vais exécuter tout ce bloc là. Donc la création de l'objet Outlook peut prendre un peu de temps. Voilà.
Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais refaire mon test, tester si Outlook est ouvert, je le ferme. Je copie mon PST dans le nouveau dossier, donc il est bien copié dans le nouveau dossier. Ensuite, on va reconnecter les PST depuis ce nouveau dossier dans Outlook. Voilà. Donc là, ils sont reconnectés dans Outlook. On va vérifier ensuite. Ensuite, on ferme un nouveau Outlook et on va le rouvrir. Donc on referme le process pour que ce soit bien propre. Et là, on le rouvre en mode normal. Et on va vérifier les propriétés de notre PST. Et on voit bien qu'il est sur le nouveau dossier. Donc maintenant, je vais vous montrer comment envoyer des mails de façon sécurisée, donc avec des utilisateurs avec des crédentials. Donc je vais utiliser la même méthode que tout à l'heure avec le password. Donc le password sera situé dans un dossier. Je vais initialiser aussi les variables d'SMTP, d'émetteur et de destinataire. Et je vais utiliser la commande let send mail message. Celle-là, c'est celle de base sans authentification. Et donc j'ai mon password sécurisé avec une clé qui est située dans un fichier texte. Il y a plein d'autres méthodes pour le faire, hein. Là, c'est juste pour la démo. On peut encore plus le sécuriser. Oui, j'ai oublié de mettre ma clé. J'ai oublié de mettre la clé, donc je vais resetter la variable. Voilà. On va lui mettre dans des crédentials, créer un objet crédential. Et ensuite, on va envoyer un mail sécurisé. Donc on va juste lui mettre, on va créer notre objet crédential en lui mettant l'utilisateur, l'émetteur et le password sécurisé. Et on va rajouter l'attribut crédential sur le sendmail message. Donc je crois savoir pourquoi, c'est parce que à chaque fois ça me rajoute un. Voilà. Donc là, le mail est en cours et il a été envoyé. Donc il ne devrait pas tarder à arriver. On va attendre un peu. Voilà, donc notre mail est arrivé. Maintenant, on va voir quelques autres fonctionnalités assez simples mais plutôt utiles, comme par exemple lister uniquement les clés USB connectées sur un PC. Donc on va utiliser la commande let getDisk et on va lui chercher que les PST, les USB pardon. Donc généralement j'ai qu'une clé USB, voilà, il me trouve ma SanDisk. Maintenant, on va lister les language packs, les MUI installés sur le PC. On va utiliser une classe WMI, voilà, Win32 Operating System, et on va aller chercher le EMU Language. Donc j'en ai qu'une seule. Si vous voulez lister les imprimantes, vous utilisez une requête WMI, Win32 Printer. Voilà, donc ça nous liste toutes les imprimantes. Si on veut afficher juste celle par défaut, on va lui rajouter where défaut égale true. Et on va lui mettre le nom. Voilà. Maintenant, si on veut avoir des informations de batterie, on va utiliser la classe WMI Win32 batterie. J'ai tout un bloc ici qui permet de formater correctement ces informations. Sinon, c'est un peu illisible. Donc, j'ai déjà préparé ça. Ensuite, je vais reformater un peu pour aller regarder dans toutes les batteries parce que on peut avoir plusieurs batteries sur un PC. Et maintenant, je vais afficher les informations. Voilà, donc là, je n'ai qu'une batterie, le nom de la batterie, je suis sur secteur et je suis à 89%, pardon. Et donc, si j'avais eu plusieurs batteries, ça m'aurait affiché toutes les batteries. Si on veut tester si un service est démarré, donc je vais mettre par exemple plusieurs services, on va mettre une liste de services qu'on va mettre dans un arrêt. Donc, ça sera tous mes services à vérifier. Et je vais utiliser la commande let get service en vérifiant si le statut est sur running.
Donc je vais parser tout mon array. Je vais vérifier le service. S'il existe, je vais le tester. Sinon, je vais renvoyer un autre message. Et s'il est en running, alors le service sera démarré. Sinon, on va dire qu'il n'est pas démarré. Donc je vais exécuter tout ce code. Est-ce que je vais avoir une erreur? Voilà, donc j'ai bien le service je peux update qui n'est pas démarré, service remote access qui n'est pas démarré, service schedule et il est démarré, le service pooler il est démarré, et le service, ça c'est un service que j'ai créé, n'existe pas. Donc c'était un truc que j'avais créé, oui, pour l'exemple. Si vous voulez récupérer le site code des CCM, il y a une clé de registre qui permet de l'obtenir, donc qui se trouve dans HKLM Software Microsoft SMS Mobile Client. Enfin, montrer une méthode pour afficher des notifications Windows. Donc c'est les notifications Windows 10 qui s'affichent sur la droite de l'écran. Donc on va utiliser un objet Windows qui existe de base, Windows Form. Voilà, je mets tout ça. Donc on va lui mettre notre titre, le message, et il y a plusieurs types. Par exemple, une notification en cas de succès, par exemple, voilà ce type de notification. En cas d'échec, d'erreur, on va juste changer l'icône. On va lui mettre error au lieu d'info. Voilà. Et si on veut faire une notification de warning, on va remplacer error par warning. Donc ça, c'est une méthode native qui est disponible sur Windows. Après, il y a d'autres méthodes. On peut créer par exemple une fenêtre WPF, ou alors il y a un module qui s'appelle le module Burn Toast qui a été créé par Joshua King et qui permet aussi d'afficher des notifications en mode Windows 10. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cela utile et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou m'envoyer des mails si vous avez des questions. Bonne soirée, au revoir.